Oui. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette formation Sexualité et cancer. Bonjour Dr Carole Burté, qui sera notre intervenante, qui est médecin de médecine sexuelle, sexologie à Cannes et à Monaco, qui est présidente de la Société francophone de médecine sexuelle et vice-présidente de l'association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie, l'AIUS. Merci à tous. Alors, le webinaire va démarrer d'ici quelques minutes. Donc, nous sommes en direct avec le docteur Burté pour ce webinaire repérer pour mieux orienter et répondre aux besoins des patients. Bonjour, docteur Burté. Oui, bonjour Isabelle, merci de cette invitation. Je vous remercie à tous d'être là et à ceux qui ne sont pas encore là mais qui vont nous rejoindre parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours un petit quart d'heure de battement dans tous les webinaires. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les mettre dans la fenêtre du chat parce que ce que j'aimerais beaucoup, c'est que cette formation soit un petit peu interactive et que je ne sois pas toute seule à parler derrière mon écran. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'échanger, donc n'hésitez pas, on peut s'arrêter à tout moment pour reprendre. Donc voilà, ce module-là, il a été fait dans l'objectif d'aider les gens à mieux comprendre, peut-être pas comprendre, mais disons au moins repérer les difficultés sexuelles des patients, parce que c'est un sujet très compliqué en fait, et on a beau être en 2024, parler de sexualité, c'est pas toujours quelque chose de facile. Donc en fait, je vais vous faire un petit topo sur comment parler de la sexualité avec les patients. Je vais vous présenter des questionnaires qui sont des questionnaires faciles à utiliser à peu près pour tout le monde et vous donner quelques grandes lignes sur l'évaluation des troubles sexuels et la prise en charge. Ici, je n'ai pas détaillé du tout par pathologie, en cancérologie, quels pouvaient être les problèmes spécifiques rencontrés par les patients. Je pense que vous savez tous que de toute manière, tous les patients qui souffrent d'un cancer sont impactés au niveau de leur sexualité, finalement dès l'annonce, au cours du traitement, et puis en ce qui concerne les séquelles, bien évidemment, et les troubles sexuels qu'ils peuvent présenter. On en parlera un tout petit peu, mais ce sont toujours les troubles sexuels, à peu près, sont tous représentés en ce qui concerne la cancérologie. Donc on ne va pas le faire par pathologie, dysfonction de ceci, dysfonction de cela. On parlera très brièvement de ça. En revanche, j'avais demandé si vous aviez des cas cliniques et des petites vignettes cliniques et des questions à me poser. On peut évidemment rentrer dans les détails. Après, on peut envisager une autre fois de faire une autre formation, un autre module beaucoup plus spécifique à chaque trouble sexuel ou à chaque pathologie, comme par exemple le cancer de la prostate, le cancer du sein, les cancers colorectaux. Donc voilà. Alors on va donc pouvoir commencer par des fondamentaux pour mieux repérer les troubles et orienter le patient vers une prise en charge la plus adaptée. Alors premier fondamental, c'est que finalement la sexualité, c'est l'histoire des trois petits singes. Il y a celui qui voit rien, il y a celui qui entend rien et il y a celui qui dit rien. Ben, tout ça, c'est nous, c'est tous les soignants. Les patients, alors les soignants, c'est globalement dans les études, ça c'est des études pas toutes récentes, mais je ne sais pas s'il y en a des plus récentes que ça, mais ça a guère évolué malgré tout ce qu'on a fait. On a moins de 20% des personnels soignants qui abordent la question de la sexualité avec leurs patients, avec leurs patientes. C'est les patients qui l'abordent très peu, et alors les soignants évidemment encore moins. Et pourtant, on sait que les troubles sexuels, c'est extrêmement fréquent et que les troubles sexuels, alors quelle que soit la pathologie, aujourd'hui on parle de cancérologie, mais quelle que soit la pathologie, les troubles sexuels sont fréquents et c'est une altération très importante de la qualité de vie parce que la sexualité, finalement, la fonction de la sexualité, c'est évidemment pas de faire des bébés, mais d'avoir du plaisir, parce que c'est des endorphines, parce que c'est de l'ocytocine, parce que ça crée du lien, parce que la sexualité, ça nous transcende et c'est quelque chose qui est positif pour tout le monde. Et donc la qualité de vie des gens qui sont atteints de troubles sexuels, elle est extrêmement impactée. Et on sait par ailleurs que la qualité de vie est corrélée à l'espérance de vie. On sait par ailleurs que les troubles sexuels peuvent être révélateurs de pathologies. Donc ici, on va plutôt parler des séquelles du cancer et puis des traitements du cancer et
de ce contexte très particulier. Mais nous, en médecine sexuelle, lorsqu'on reçoit des patients, quelquefois, ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas spécialement de médecin qui s'occupe d'eux. Et quelquefois, on en parlera très brièvement, mais quelquefois, ça va révéler des pathologies qui sont sous-jacentes. Et quelquefois, finalement, on sauve la vie de quelqu'un quand on va lui poser la question de savoir si sa sexualité se passe bien. Évidemment, la sexualité, c'est quelque chose qui a trait au couple. Et donc, le couple est forcément en souffrance quand la sexualité est impactée, et quelle que soit encore une fois la pathologie. Et donc, c'est quelque chose qui s'étend très très largement, très loin, en fait, de la simple petite dysfonction. L'un va avoir une dysfonction, l'autre va en souffrir, le couple va en souffrir, les gens vont moins être intimes, progressivement vont peut-être s'éloigner, voire peut-être se séparer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 global. Donc la santé sexuelle, vous le savez, je pense tous, c'est une composante de la santé dont il faut vraiment tenir compte. Et puis là où on a une grosse difficulté, c'est que les praticiens ne sont pas suffisamment formés. Aujourd'hui, dans les études médicales et dans les études des professions soignantes autres que les médecins, on a finalement peu d'items sur cette question-là. Et donc, globalement, beaucoup, par manque de formation, finalement ne rentrent pas dans ces considérations-là. Un point très important aussi, c'est de bien comprendre qu'il y a certains problèmes, une fois qu'on les a abordés, une fois qu'on les a un petit peu évalués, je vous parlerai beaucoup d'évaluation dans ce module, certains problèmes peuvent s'améliorer simplement avec des petits conseils. Des conseils simples que tout le monde peut donner, finalement, tout soignant peut donner. Et puis, sachez aussi qu'il y a des médicaments aujourd'hui, enfin vous le savez, je pense sans doute, mais on pourra rentrer dans les détails au travers des questions. J'ai réservé un temps de questions à la fin. Donc on commence à avoir un petit arsenal médicamenteux pour traiter les troubles sexuels. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est celui de la dysfonction érectile. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Parce que, encore aujourd'hui, la dysfonction érectile, c'est le trouble sexuel qui a été le plus étudié. En fait, la médecine sexuelle, ça s'est vraiment, vraiment développé à partir de la découverte complètement par hasard d'une molécule très importante qui est le sildenafil, c'est-à-dire le Viagra. Le Viagra, il a été étudié pour les patients coronariens, et on s'est rendu compte que les coronariens sous sildenafil avaient de très bonnes érections. Du coup, effectivement, il a été commercialisé dans ce sens. Ça a été entre, on va dire, les années 90, puisqu'il a été commercialisé en fait en 98. Mais dans l'intervalle, on s'est dit, tiens, pourquoi ça marche là-dessus ? Et en fait, c'est ça qui a permis à la recherche de se développer. Et la recherche s'est intéressée, évidemment, avec les moyens de l'industrie pharmaceutique à l'époque, au phénomène de la dysfonction érectile. Et ce que l'on connaît aujourd'hui sur l'érection, ce qu'on enseigne à nos étudiants, finalement, c'est des données qui sont très récentes et qui se sont vraiment, vraiment développées à partir du moment où on a mis en évidence les effets de cette molécule. Et donc, ça a été vraiment le point de départ du développement d'une vraie médecine sexuelle, avec une vraie recherche scientifique, parce qu'auparavant, on avait des idées sur la physiologie, on avait des idées sur le comportement sexuel, sur la fonction sexuelle, on avait Master et Johnson, on avait beaucoup de choses, mais la discipline est vraiment devenue scientifique à partir de ce moment-là. Et donc, à partir de ce moment-là, on a étudié d'abord essentiellement la dysfonction érectile. Les autres troubles sexuels, on les a étudiés plus tard. Et le vrai démarrage, on va dire, des recherches sur la sexualité féminine, c'est beaucoup plus tardif, on va dire vers les années 2000. Par exemple, l'anatomie fine du clitoris, celle que vous voyez en modélisation partout, et bien finalement, elle a été rendue, on va dire, connue de tout le monde, à peu près à la même époque où le Viagra a été commercialisé, c'est-à-dire 98. Donc c'est dire qu'on est en retard, et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, pas pour vous faire un cours sur la dysfonction érectile, parce que c'est ce qui a été le plus étudié, on a vraiment des données qui sont solides sur ce sujet.
Donc en France, on considère que c'est à peu près un homme sur 3 à partir de 40 ans. Vous verrez d'autres chiffres qui montrent que ce pourcentage augmente énormément en fonction de l'âge. Et alors surtout, c'est un pourcentage qui augmente énormément en fonction des comorbidités. Si on considère par exemple les pathologies cardiovasculaires, on va en parler aussi, c'est au moins 3 fois ça. Actuellement, encore une fois, même maintenant, on a moins d'un homme sur 10 qui est pris en charge. Alors surtout parce que, l'avantage de la découverte des molécules, c'est qu'on a progressé sur le plan scientifique. L'inconvénient de la découverte des molécules, c'est qu'à peine elles ont été commercialisées, qu'elles ont été copiées. Et aujourd'hui, tout le monde peut se procurer du tadalafil, du sildenafil, etc. sur Internet, avec des produits plus ou moins de contrefaçon, plus ou moins de bonne qualité. Mais les gens se débrouillent. Ou alors, les gens ont une symptomatologie de cet ordre-là, ils vont aller vaguement consulter quelqu'un qui va vaguement prescrire quelque chose sans qu'il y ait de prise en charge, d'analyse de la situation, etc. Et donc, au final, il y a moins de 10% toujours des hommes qui sont pris en charge. Or, on sait que la dysfonction érectile, c'est un marqueur de la pathologie vasculaire, on va en parler. Et on sait surtout que les patients aimeraient que le médecin aborde la question. Ça, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Et donc, on est vraiment chez les petits singes, l'un qui n'ose pas en parler et l'autre qui évite de le faire et surtout qui ne veut rien entendre. Alors, pourquoi cette situation? Donc ça, c'est une slide que j'avais récupérée de la thèse d'un médecin généraliste qui s'était demandé pourquoi finalement les médecins ne parlaient pas de sexualité. Vous voyez, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de raisons qu'on peut évidemment placer en différentes catégories. Il y a le contexte qui ne s'y prête pas, il y a la demande du patient qui n'est pas toujours très nette et pas toujours évidente, il y a la difficulté que peut avoir le médecin à parler de ce sujet-là, et puis très souvent c'est des considérations comme l'incapacité à prendre en charge, la difficulté à l'intégrer, c'est pas évident non plus de prendre en charge quelque chose qu'on ne connaît pas bien, pour lequel on n'est pas formé. Il y a tout ce qui a trait au niveau du couple où l'un est en demande de traitement, l'autre ne l'est pas. Il y a la difficulté qu'on a à aborder ces questions, il y a le temps, il y a le manque de temps, il y a le manque d'argent, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance financière aujourd'hui à la sexologie ou à la médecine sexuelle. On n'a pas de lettre clé à ce sujet, ce qui fait qu'il y a un coût pour les patients, et même les patients qui sont pris en charge à 100%. Donc tout ça, c'est très très compliqué, et donc voilà, la situation, elle ne bouge pas vraiment, et elle ne bougera pas vraiment tant qu'on n'aura pas une meilleure reconnaissance d'un métier qui est vraiment extrêmement spécifique. C'est pour ça que tout le monde doit avoir une petite formation de base, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle, il est bien noté, noir sur blanc, que tous les soignants devraient avoir une formation à minima en santé sexuelle à l'horizon 2030. Alors, qu'est-ce qu'ils font les patients? Les patients, il y a différentes catégories. Il y a celui qui ne veut pas du tout en parler, et là, il y a beaucoup de gens que ça heurte encore de parler de sexualité. Quoi qu'on y fasse, quoi qu'on en dise, parler de sexualité, ça reste quand même toujours un sujet qui est tabou, qui est de l'ordre de la raillerie ou alors de l'ordre de la vantardise. Et les gens qui spontanément vont aborder cette question, finalement, ils sont pas... Il y en a beaucoup qui sont vraiment encore en retrait par rapport à ça. On a les patients qui aimeraient bien en parler mais qui n'osent pas. Alors dans le contexte du cancer, c'est très clair. Ils sont malades. Comment aborder cette question-là dans le contexte de la pathologie? Tout à l'heure, juste avant, j'ai un patient qui m'a téléphoné. Il a été opéré il n'y a pas très longtemps d'une prostatectomie. Et puis il me fait alors ça va et tout, il va très bien, bon ça c'est pas le problème. Et puis il se met à chuchoter dans le téléphone et puis il me fait quand est-ce que je pourrais recommencer à avoir des rapports? Donc voilà, c'est vraiment la question qu'on met. Ensuite, il y a des patients qui abordent le sujet, mais alors très indirectement, qui vont vous interroger en vous disant mais alors finalement vous ne croyez pas, le médicament que je prends, est-ce qu'il ne peut pas avoir des effets secondaires? La chirurgie que j'ai eue, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut y avoir quelque chose, mais sans nommer nécessairement leur plainte et sans nommer nécessairement leurs préoccupations. Il y a de manière très fréquente des gens qui
tout à fait à la fin de la consultation, sur le pas de la porte, aborde le sujet. Et là, ça se voit beaucoup en médecine générale. La consultation, elle est très brève. Le patient est sur le point de partir. Tiens, au fait, docteur, vous n'auriez pas un petit truc pour... Alors, ça, c'est très bien parce que le médecin, il va déjà en parler, mais le plus souvent, ça ne va pas être suivi des faits après. Heureusement, il y a quand même des patients et des patientes qui abordent le sujet directement. Et heureusement, il y en a aussi qui vont aller réclamer un traitement, une prise en charge ou des médicaments. Mais voilà, la typologie des patients que vous avez tous les jours en face de vous et qui ne vous parlent pas de la sexualité et à qui vous n'en parlez pas, ça va toujours tourner autour de ces petites bulles. Alors l'attitude des soignants, quelques-uns posent la question de manière systématique, et ça c'est une bonne chose, et c'est un petit peu ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Donc lors d'un interrogatoire pour tout le monde, on l'a dit, la santé sexuelle ça fait partie de la santé, donc dans tout interrogatoire, dans tout questionnement, quand on va annoncer la maladie, on va parler des répercussions, comme on parlerait des répercussions dans notre domaine, lorsqu'on va revoir les patients, lorsqu'on va renouveler le traitement. Donc c'est évidemment l'attitude la plus positive à avoir sur ce sujet. Certains praticiens et praticiennes ne vont pas spécialement aller au-devant de la question, mais pour autant ils ne vont pas éviter le sujet. Donc ça c'est déjà pas trop mal. Il y en a qui ne sont pas à l'aise du tout par contre. Alors ils comprennent bien la demande, mais ils plaisantent, ils banalisent, ils parlent d'autres choses, ils parlent de leur expérience personnelle. Oui, vous inquiétez pas, ou alors ouais, vous allez voir, je vais vous donner un petit médicament, puis là vous allez être au top. Donc c'est une manière de fuir et une manière de ne pas répondre aux attentes de patients. Il y a ceux qui fuient complètement le sujet, alors là qui ne veulent absolument pas en entendre parler. Et puis il y a ceux qui ne comprennent rien à cette question-là. Et alors il ne faut pas croire que seuls les patients peuvent avoir des difficultés sexuelles. Étant donné la fréquence, il faut quand même aussi se rendre compte que du coup, parmi les soignants, il y en a beaucoup qui peuvent ne pas être à l'aise du fait de leur éducation, du fait de leur expérience de vie, mais qui peuvent aussi souffrir de dysfonction sexuelle. Donc voir quelqu'un qui va aborder cette question-là en face d'eux, ça peut ne pas les mettre à l'aise du tout. Du coup, on a cette attitude de je ne comprends pas, je suis absent. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Donc, évidemment, là, il faut sortir de cet état des lieux qu'on a là. Et pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Là, je vais reprendre l'exemple de la dysfonction érectile, parce qu'on a quand même des chiffres précis qui sont issus des consultations internationales en médecine sexuelle, qui sont régulièrement mises à jour. Ce petit diagramme à droite, vous voyez deux couleurs de diagramme, parce que les chiffres d'épidémiologie, en fait, varient énormément d'un pays à l'autre. Donc, et puis varient énormément en fonction en fait, des comorbidités, des facteurs qui sont associés. Alors si on prend un patient qui est parfaitement en bonne santé, eh bien 1 à 10% des hommes de moins de 40 ans ont des problèmes, et puis ça augmente avec l'âge, vous le voyez, et après 70 ans, et selon les études d'épidémiologie, on arrive carrément à 70 à 100% des patients. Or, 70 ans, on n'est pas vieux. 70 ans, on n'est pas vieux. 70 ans, en moyenne, les gens commencent à rentrer dans la cancérologie entre 60 et 70. C'est justement cet âge-là qui est spécialement impacté. Et évidemment, les chiffres sont des chiffres qui sont vus à minima et qui sont à augmenter considérablement quand on considère les comorbidités, le cardiovasculaire, la psychiatrie, la cancérologie, les maladies chroniques, bien évidemment, les rhumatismes, etc. Donc, on l'a dit, c'est une diminution de la qualité de vie et relationnelle. Les troubles sexuels sont très corrélés à la dépression, à l'anxiété, à la perte d'estime de soi. Et au-delà de ça, c'est l'identité. Donc là, c'est la dysfonction érectile. Et évidemment que pour un homme, avoir une dysfonction érectile, c'est ne plus se sentir être un homme. Non pas parce que les hommes sont des méchants machos, mais parce qu'un homme, de sa naissance à sa mort, ça a toujours des érections de manière spontanée. Par exemple, la nuit, ça sert à l'auto-entretien du phénomène.
Et ça fait partie du corps d'un homme d'avoir des érections. Donc la fonction érectile, au-delà de la sexualité, c'est quelque chose d'important. Et un homme qui perd son érection, il ne se sent plus un homme, et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui a trait au machisme. Et quand on ne se sent plus un homme, évidemment, tout le fonctionnement psychosocial va être répercuté par ça. Et les études ont bien montré que traiter ces problèmes-là pouvait entraîner une amélioration des relations sociales et une très nette amélioration sur le plan émotionnel. Ce que je dis là pour la dysfonction érectile, c'est complètement vrai aussi pour une femme, par exemple, qui est impénétrable, qui a de telles douleurs à la pénétration qu'elle ne peut plus avoir de relations sexuelles. C'est tout à fait vrai pour quelqu'un qui souffre d'un manque d'excitation sexuelle, de sécheresse par exemple. Mais tout ça, ça a été quand même moins étudié, c'est pour ça encore une fois qu'on parle plutôt là, on a parlé de la dysfonction érectile. Et là, la dysfonction érectile, oui. Pourquoi? Parce que ça a un tel impact chez les patients que du coup, ça amène des problématiques de non-observance. Alors, par exemple, il a été montré que les patients diabétiques, lorsqu'ils constataient des dysfonctions érectiles, avaient tendance à arrêter leur traitement à 43%, en cas d'hypertension à 87%, en cas d'anomalie lipidique, bien entendu, et surtout les psychotropes. Et tout ça, en fait, ça ne fait qu'aggraver les pathologies qui sont responsables de la dysfonction. Donc, du coup, c'est quelque chose qui tourne complètement en rond, alors que là aussi, la prise en charge de la dysfonction érectile et son amélioration améliorent considérablement l'observance du traitement de la pathologie, d'autant que c'est rarement, très très rarement, les médicaments qui vont provoquer les problèmes d'érection. Certains médicaments, si vous voulez, on peut en discuter et rentrer dans le détail, évidemment, mais pas la plupart des traitements, et en particulier pour le diabète, et en particulier sur les traitements du cholestérol. Et puis donc, évidemment, quand on va le dépister, on va améliorer l'état général et les autres pathologies. Et puis, je vous ai mis ce petit schéma à droite parce que vraiment, ça, c'est un point qui est très, très important. Et toutes les études les plus récentes, là, je vous ai mis des trucs presque un peu anciens maintenant, mais on a des études beaucoup plus récentes qui montrent que en fait, la dysfonction érectile peut être un marqueur est un marqueur privilégié des maladies cardiovasculaires et que le patient qui commence à boucher ces toutes petites artères, c'est-à-dire les artères qui vont irriguer la verge, va, dans les années qui suivent, boucher ces artères coronariennes. Et la simple question de demander à un homme s'il a des bonnes érections, ça peut parfois lui sauver la vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et n'oublions pas que les patients qu'on voit dans le cadre de la cancérologie, c'est aussi des patients qui peuvent avoir d'autres comorbidités qui vont venir se surajouter. Donc ça va être aussi des patients qui vont être en surpoids ou qui vont fumer ou qui vont être hypertendus ou bien diabétiques, c'est-à-dire tous les facteurs de risque cardiovasculaire, d'où l'extrême importance de parler de l'érection à un homme, quel que soit le domaine de la médecine. Voilà, alors donc vous avez vu, c'est très important d'en parler. Actuellement, malheureusement, c'est un domaine encore dans lequel les gens ne s'expriment pas tellement, ni d'un côté ni de l'autre de la barrière. Et donc, on va discuter un tout petit peu de comment parler de la sexualité avec les patients. Alors, la première chose, je pense que le premier concept important, c'est de parler plutôt de santé sexuelle que de parler directement sexualité. Parce que ça peut, encore une fois, être un petit peu choquant pour les patients et les patientes quand on leur dit « alors, et votre sexualité ?» On peut le faire si on est à l'aise, beaucoup de gens le sont, mais certains ne le sont pas. Par contre, avez-vous des préoccupations en ce qui concerne votre santé sexuelle? Ça, c'est beaucoup plus facile à faire passer. Et c'est d'autant plus important qu'on peut toujours expliquer que finalement, c'est un concept qui est très important pour l'OMS. L'OMS définit la santé sexuelle comme quelque chose de très important sur le plan personnel et relationnel, un état de bien-être physique, psychique, etc. Et donc, on recontextualise la santé sexuelle dans le cadre de la santé, parce que c'est une des composantes de la santé en général. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, le conseil, c'est de poser ces questions-là, de s'habituer à poser ces questions-là un peu tout le temps.
Dans des circonstances particulières, quand on va donner un nouveau traitement, de dire celui-là il n'a pas d'effet secondaire sur votre santé sexuelle par exemple, ou celui-là risque d'en avoir. Quand on va renouveler le traitement d'un traitement dont on sait, par exemple le monsieur il est sous hormonothérapie, mais au renouvellement comment ça va au niveau de la santé sexuelle, s'il y a des complications, etc. Un point important, c'est de repérer les croyances. Parce qu'en matière de sexualité, finalement, peu de gens ont des connaissances, mais beaucoup ont des croyances. Genre, les filles et les garçons, c'est pas la même chose. Nous, les hommes, c'est important, les femmes, on s'en fout. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, ont cette croyance-là. Oui, j'ai un problème, mais c'est normal, docteur, c'est mon âge. Sur la croyance et la certitude que telle maladie va entraîner tel problème, que telle drogue ou tel médicament va entraîner tel problème. Tout ça, il faut le repérer parce que très très souvent, c'est faux. Et donc, il faut essayer de chercher avec les patients quelles peuvent être ces croyances qui vont influer sur leur vision de leur maladie, qui vont influer sur leur vision de leur sexualité, qui vont influer sur leur relation de couple. Ce qui est très important quand on parle de sexualité, c'est d'utiliser des mots précis, mais simples, et adaptés bien évidemment aux patients qu'on a en face de soi. Et on ne va pas prononcer les mêmes mots, on ne va pas s'exprimer de la même manière, selon la culture, selon l'origine, selon le niveau d'éducation des gens. Il y a des supports d'information, alors au Compaca, on travaille énormément là-dessus, pour faire des supports d'information pour les patients, pour les soignants. Et donc, il ne faut jamais hésiter à distribuer des prospectus. Ils les mettront peut-être dans un coin. Et puis un beau jour, ils reviendront dessus. Et puis un beau jour, ils arriveront chez des gens comme nous avec le prospectus à la main parce que vous leur aurez donné. Et puis, il faut savoir proposer une prise en charge spécifique si nécessaire. Parce que fort heureusement, il y a quand même des gens qui sont formés. On parlera un petit peu des formations à la fin. Mais il y a quand même des gens qui sont formés à prendre en charge de manière tout à fait spécifique les difficultés sexuelles de vos patients et de vos patientes. Alors quand on parle de sexualité, évidemment, on ne va pas se mettre là sur le coin d'une table au milieu de tout le monde ou d'une salle d'attente ou dans un local qui n'est pas un minimum confidentiel. Donc ça, c'est une difficulté, mais on en parle souvent, c'est effectivement de mettre en place des choses qui soient vraiment un peu sorties de l'environnement où les gens ne puissent pas entendre. Je pense que ça, c'est vraiment aussi un travail à faire de fond dans les services avec le personnel, d'organiser des petites zones qui sont des petites zones où on va parler de choses qu'on ne peut pas entendre, qui ne peuvent pas être dévoilées à n'importe qui. Il faut prendre un petit peu son temps, évidemment, parce que le temps qu'on en parle, le temps qu'on l'aborde, le temps qu'on explique la santé sexuelle, le temps qu'il y ait une mise en confiance de la personne qui est en face, eh bien, ça ne peut pas se faire en 2 minutes, malheureusement. Une bonne manière de faire, je vous ai dit, c'est donc de parler de la santé sexuelle, mais en amont, c'est peut-être de demander l'autorisation. Si vous êtes, je ne sais pas, gynécologue, si vous êtes urologue, si vous êtes cancérologue, à un moment donné, une petite phrase du genre, à ce moment, en général, je pose des questions sur la sexualité, sur la santé sexuelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour aborder ce sujet? Alors cette question, elle est très très importante. Pourquoi? Parce que même si la personne en face n'est pas d'accord du tout, parce qu'elle va être surprise qu'on lui pose cette question-là, en général, ils disent, tiens, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Ça, c'est pas mon expérience, parce que moi, je vois des gens, bien sûr, pour des problématiques sexuelles, mais c'est l'expérience de confrères qui commencent effectivement à en parler. Et quand ils posent cette question, souvent on leur dit, tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça, mais oui, bien sûr. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord pour ça. Mais en même temps, même s'ils disent non, on peut toujours, dans un deuxième temps, surenchérir en disant, bah, c'est dommage parce que vous souffrez de telle pathologie et effectivement, ça peut être embêtant pour vous. Ou bien simplement dire, bah, si à un moment donné vous voulez en parler, bah, la porte est ouverte. Donc je pense que c'est une très bonne manière d'aborder les choses et donc de demander en quelque sorte un consentement à parler de la santé sexuelle et de la sexualité. On l'a dit, il faut des questions simples, professionnelles, sans éviter les mots, bien entendu, parce que les patients, eux, les mots, ils les ont tous. Hein. Donc, et surtout avec empathie, on n'est absolument pas là pour juger.
On n'est pas là pour être sympathique avec les gens, on est là pour être dans l'empathie, c'est-à-dire la compréhension de ce que l'autre ressent, en essayant de s'adapter effectivement à qui est en face de nous. Alors des exemples de questions. Déjà, est-ce que vous êtes sexuellement actif ou active? Ça, c'est une question fondamentale parce qu'on a des idées reçues. Vous avez probablement des idées reçues, comme l'âge. Hein. L'âge, on se dit, oh, ben, c'est pas grave, lui, la sexualité, on s'en fout, on lui donne des hormonothérapies, il a 80 ans, on s'en fout. Mais s'il faut, ce bonhomme-là, toute sa vie, c'est la sexualité. C'est une femme, oh, ben non, de toute façon, à son âge, et puis de toute façon, elle est veuve. Non. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Le désir sexuel, l'envie d'avoir une vie sexuelle, c'est quelque chose qui persiste absolument toute la vie et même dans les EHPAD. Donc, et puis il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres idées. Quelqu'un qui est extrêmement malade, quelqu'un qui, pour vous, va être en échec de ses traitements, etc., peut aussi avoir des préoccupations sur sa santé sexuelle. Donc cette petite question, est-ce que vous êtes sexuellement actif? Ben, ça c'est neutre. Et puis ça ouvre une porte, c'est important. Après, on peut poser des questions sur la satisfaction par rapport à la vie sexuelle. Est-ce que ça va sexuellement? Qu'est-ce qui pourrait s'améliorer? Ou bien, si vous êtes insatisfait, de quelle manière est-ce que vous êtes insatisfait? Est-ce que vous avez un problème sexuel ou une inquiétude que vous aimeriez exprimer? Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si on n'a pas vraiment de réponse ou si elles sont floues, on peut insister un tout petit peu en disant, par exemple, parfois, les patients qui souffrent de diabète, de tension, de dépression, de cancer, etc., ont des problèmes sexuels. Est-ce que c'est votre cas, vous? Donc, on est en même temps un peu direct sur la question. On a quand même demandé l'autorisation, mais vous voyez, tout ça, c'est des questions très simples qu'on peut absolument intégrer à tout entretien avec des patients, et quel que soit le niveau de soin dans lequel on se trouve. Donc, je vous l'ai dit, il faut vraiment se méfier des idées reçues. Une autre idée reçue que j'ai soulignée ici, c'est l'orientation sexuelle. Hein. Aujourd'hui, pas de jugement, parce que les gens ne sont pas stigmatisés, c'est pas écrit sur le front l'orientation ni le genre, donc on doit rester tout à fait neutre et sans jugement par rapport à ça. Donc, toujours si on peut, et si les patientes et les patients sont en demande de ça, proposer de voir la partenaire, parce que, encore une fois, la sexualité, ça se joue souvent à deux. Et moi, pour avoir cette expérience-là, je sais pertinemment que dans beaucoup de cas, on a le patient ou la patiente qui souffre, mais en face, on a quelqu'un qui souffre aussi et qui souvent a des troubles sexuels. Et par exemple, je m'occupe beaucoup de cancer de la prostate. Très très souvent, je vais proposer des traitements et des prises en charge au monsieur qui a été opéré. Mais en face, j'ai une dame qui, elle, ne veut absolument pas que les choses s'arrangent et finalement se débrouille se dit que c'est peut-être la fin de leur vie sexuelle et pourquoi pas. Mais inversement, j'ai aussi en face de moi parfois des patientes qui disent rien, qui sont très aidantes, qui sont très gentilles, qui sont en réelle souffrance, parce que lui, le monsieur, il ne va pas bien suivre ses traitements, il ne va pas continuer à avoir une vie sexuelle, il va se décourager. Donc avoir le regard de l'autre en matière de sexualité, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et il faut informer les couples, parce que les difficultés sexuelles, quelles qu'elles soient, ça ne fait que s'amplifier avec le temps. Et que la sexualité, plus on évite d'avoir des rapports sexuels, moins on en a, moins on a envie d'en avoir. Et les troubles sexuels sont toujours plus ou moins intriqués les uns avec les autres. Hein. Quelqu'un qui a un trouble douloureux, une femme par exemple qui a un trouble douloureux à la pénétration, elle n'aura jamais envie de faire l'amour. Un homme qui a un problème d'érection, 8 fois sur 10, il va dire bon, si c'est comme ça, je laisse tomber, surtout dans le contexte du cancer. Donc ces petites informations sont des informations qui sont simples, qu'il faut expliquer simplement, et je pense qu'ils sont fondamentales à donner à vos patients et à vos patientes. Donc après, on peut bien sûr développer, et il y a beaucoup de questions qu'on peut poser, qui là aussi sont des questions simples, et qui peuvent là aussi orienter aussi. Alors là encore une fois, je n'ai pas détaillé, est-ce que vous avez un problème d'érection, est-ce que vous avez un problème de désir, etc. parce que ce n'était pas vraiment l'objet aujourd'hui. Mais par exemple, il y a en bas à gauche la petite bulle fondamentale, c'est à quel point ce problème vous gêne.
Ça, c'est une très grosse question parce qu'en fait, on définit donc les dysfonctions sexuelles, mais une dysfonction sexuelle, par définition, se définit par le fait que les patients et les patientes sont en souffrance par rapport à ça. Quand on parle de troubles sexuels, on parle de quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, quelqu'un va peut-être pouvoir vous dire, oui, ben, ça ne marche pas trop bien, mais s'il ne se plaint pas, si ça ne le gêne pas, si il se dit, bon, ben tant pis, aujourd'hui, ce n'est pas mon souci, j'ai d'autres problèmes avec ma maladie, etc., on est dans le trouble, on n'est pas nécessairement dans la dysfonction, il ne faut peut-être pas l'embêter plus loin avec ça. Toutes les situations sont différentes, on verra quand je vais vous présenter le questionnaire. Justement, le questionnaire fait vraiment la part des choses entre le trouble et la dysfonction, et c'est vraiment important. On peut leur demander aussi qu'est-ce qui vous a empêché de venir en parler avant, évidemment, parce que très souvent, les problèmes, ça ne date pas d'hier. Quand vous allez voir des patients qui, dans le cadre de votre activité en cancérologie, vont se plaindre de troubles sexuels, souvent, c'était déjà avant. Et donc, depuis quand et comment, et effectivement, pourquoi vous n'êtes pas venu en parler avant? Ou bien est-ce que vous avez déjà cherché une solution? Et c'est là que vous apprenez qu'ils ont pris des médicaments sur Internet, qu'ils sont allés à la pharmacie acheter des machins à base de plantes. Donc, souvent, il y a eu quelque chose, ou parfois, ils ont déjà consulté, une fois, deux fois, ils ne sont pas très contents du résultat et des réponses qu'ils ont eues. Poser des questions sur le ou la partenaire, on en a parlé. Poser des questions sur le fait que le ou la partenaire souhaite ou non avoir une vie sexuelle et a ou non des difficultés d'ordre sexuel. Après, il y a des questions donc, qui sont spécifiques, comme je vous le disais, sur la sexualité, sur le désir. Est-ce que vous êtes satisfait de votre désir sexuel? Est-ce que vous éjaculez plus tôt que vous le souhaiteriez pour dépister une éjaculation prématurée? Est-ce que vous avez du mal à être lubrifié? Est-ce que vous avez du mal à avoir un orgasme? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez des problèmes pour avoir ou maintenir une érection? Est-ce que vous êtes satisfait de la fréquence de vos rapports sexuels? Donc vous voyez, tout ça, c'est des petites questions qui sont vraiment très simples, qu'on peut poser vraiment tout venant. Si on veut, là, celle-ci, si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails, mais ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. Un point, là aussi, qui est fondamental quand on parle de sexualité, c'est de pratiquer l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire je suis là avec vous à ce moment-là, on se parle, on se regarde dans les yeux, et on ne parle que de ça. On n'a pas le téléphone qui sonne à côté, les papiers, les machins, le truc. On est en face à face, et c'est ça qui est très important, je pense, dans ce domaine-là, c'est de ne pas être dérangé. De ne pas être dérangé, d'avoir cette attitude qui est une attitude empathique. L'empathie, c'est, je vous l'ai dit, c'est ressentir ce que ressent l'autre, sans forcément le prendre pour soi, bien entendu, et puis le communiquer, et puis quelquefois le reformuler, parce que la reformulation dans un dialogue, c'est quelque chose de très important, parce que l'autre reçoit le fait que vous avez compris ce qu'il veut dire, que vous êtes capable de se mettre à sa place et que vous avez l'habitude de parler de ces sujets-là. Donc la tonalité vocale, c'est important, la posture aussi, si vous êtes comme ça, évidemment, c'est pas pareil que si vous êtes en face à face. Donc tout ça, c'est tout ce qui est non-verbal. Et cette communication non-verbale, bien, ça influence énormément la compréhension d'un entretien. Il y a des études, je ne vous l'ai pas mis là, mais il y a des études quand même qui ont montré que tout patient qui sort du cabinet d'un médecin a retenu moins de 40% de ce qui avait été dit. Donc c'est dire qu'on a intérêt à être pédagogue avec nos patients et on a intérêt à améliorer cette communication non-verbale parce que c'est ça qui améliore la relation. Et on a parlé de tout ce qui est... on peut parler de tout ce qui est soins de support, on peut parler de la sexualité, on peut parler de toutes les prises en charge, mais la meilleure prise en charge et ce qu'on peut faire de meilleur quand on est médecin ou quand on est soignant, c'est la relation avec le patient ou la patiente. Donc tout ça, c'est fondamental dans ce domaine, extrêmement important dans tous les autres.
Voilà, alors je voulais vous présenter, donc, parce que pour repérer les problèmes et les dysfonctions sexuelles, on a des questionnaires que vous connaissez sans doute, comme par exemple l'IEF pour les hommes et puis le FSFI pour les femmes, qui sont des gros questionnaires un petit peu compliqués à remplir et qui en fait sont surtout utiles pour faire de la recherche. Et c'est ceux que vous verrez dans toutes les publications de recherche. Il y a une dizaine d'années de ça, la Société internationale de médecine sexuelle a créé un questionnaire qui existe en deux formulations, c'est-à-dire un pour version féminine et un version masculine, qui va d'ailleurs peut-être être mis à jour parce qu'il y a bientôt des mises à jour de tout ça, qui s'appellent les Sexual Complaint Screeners et qui sont des questionnaires extrêmement simples, qui sont des auto-questionnaires que les patients peuvent remplir dans la salle d'attente, qui comportent une dizaine de questions, qui sont, je vais vous les détailler quand même, nous avons fait un travail de validation en langue française de ce questionnaire qui va être bientôt publié. Je vous mettrai des QR codes si ça vous intéresse quand je vous les un petit peu plus loin dans la présentation. Et ça, je pense que ça peut aider vraiment tout soignant qui n'est pas spécialement qualifié en sexologie ou en médecine sexuelle à repérer les dysfonctions sexuelles et à orienter. Et pourquoi orienter? Parce que vous allez voir dans ce questionnaire, il y a deux parties. Il y a la partie trouble, comme je vous disais, puis il y a la partie dysfonction. Et à la fin, on a une question ouverte en demandant aux gens s'ils souhaitent avoir une orientation pour traiter ces problèmes. Alors, par exemple, donc, le questionnaire de plainte sexuelle, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant en français chez les femmes, comporte 10 questions. Et vous voyez, il y a 10 colonnes. Sur la colonne de gauche, on pose des questions concernant la dysfonction. Par exemple, la question 1, c'est sur le désir sexuel. La question 2 et la question 3, c'est sur l'excitation sexuelle, physique ou psychique. Et ça, c'est quelque chose qui est très original à ce questionnaire, parce que dans les IEF, vous avez une espèce de cumulation des deux, c'est pas tout à fait la même chose. La question 4, c'est sur l'orgasme, et la question 5, sur l'existence de troubles douloureux de manière vague. Et donc vous avez la colonne de gauche qui permet de déterminer si les patientes ont cette difficulté, et à droite, est-ce que c'est un problème pour vous? Parce qu'on peut ne pas avoir d'envie et pas considérer ça comme un problème. C'est donc pas une dysfonction, et si ce n'est pas une dysfonction, il est quasiment certain que la patiente ne va pas chercher, ne va pas être en demande d'aide par rapport à ce problème-là. Et n'oublions pas que c'est quand même les patientes et les patients qui décident de leur santé et de ce qu'on va faire par la suite. Alors la question 6 c'est une question spécifique au vaginisme, qui d'ailleurs n'existe pas dans le FSFI, et surtout la question 7 parle d'un syndrome dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est le syndrome de l'excitation génitale permanente, mais qui existe. Ce sont des femmes qui ressentent des sensations d'excitation, mais sans forcément penser à quelque chose de sexuel, et sans forcément être calmées par une stimulation. Alors, je ne vous fais pas un cours là-dessus, mais ça peut être plein de choses, notamment des choses d'origine neurologique. Mais les patientes qui souffrent de ce syndrome-là, en fait, sont très gênées par rapport à ça et osent alors absolument pas en parler. Donc, il faut vraiment que ce soit... c'est intégré à ce questionnaire et c'est très intéressant que ça le soit. Donc, la question 8, c'est sur la satisfaction sexuelle. La question 9, elle est ouverte parce qu'on peut être passé complètement à côté et surtout de quelque chose qui n'irait pas, qu'on n'aurait pas posé la question. Et pour les personnes qui n'ont pas d'activité sexuelle, pourquoi? Et la question 10, ben c'est ça, l'orientation. Est-ce que vous voulez qu'on explore? Oui, non, pas maintenant. Donc le pas maintenant, la temporalité, c'est important parce que pour beaucoup de patientes et beaucoup de patients, c'est pas tout de suite. Aujourd'hui, on a un tel problème, on va d'abord s'occuper de ça, et après, quand on sera plus au calme, plus tranquille, plus sereine au niveau psychique, eh bien, on pourra reparler de ça. Et au moins, on a tout exploré, c'est facile, et c'est pour tout le monde accessible. Alors, le questionnaire pour les hommes, maintenant, va explorer, question 1, les troubles du désir, manque d'intérêt sexuel. Au passage, ne parlez pas de libido. La libido, c'est un terme de psychanalyse.
qui signifie une énergie. Si je veux aller me promener, ça s'appelle une libido. Donc il faut, je vous l'ai dit, les mots simples et précis. En médecine sexuelle, on parle de désir sexuel. Voilà, tout simplement, et c'est préférable parce que sinon on emploie des trucs qu'on ne maîtrise pas et ça ne va pas, ni pour nous ni pour les autres, et ça entretient la confusion. Sur les troubles de l'érection, il y a deux questions qui sont très intéressantes. La première, c'est est-ce que vous avez besoin de beaucoup plus de stimulation pour avoir une érection? Et la deuxième, c'est est-ce que c'est une érection qui n'est pas rigide, qui ne tient pas, etc. Et ce n'est pas du tout forcément les mêmes causes, et ce n'est pas du tout forcément les mêmes personnes qui vont avoir ces deux types de symptomatologie dans les dysfonctions érectiles. Ensuite, il y a une question, la question 4, sur l'éjaculation prématurée. Là, c'est pareil. Un homme qui éjacule trop rapidement, c'est un homme qui ne maîtrise pas, mais pas son éjaculation, son excitation. Donc en fait, c'est plus un trouble de l'excitation qu'un trouble de l'éjaculation, d'où la formulation contrôler l'excitation sexuelle, de sorte qu'ils jouissent. Et là, on parle de plaisir, on ne parle pas d'éjaculation, parce que l'éjaculation, c'est le phénomène physiologique qui accompagne la jouissance, mais en fait, on devrait plutôt parler de jouissance. Est-ce que ça vous est arrivé également? Donc, c'est une question sur l'éjaculation prématurée. La question 5, c'est sur l'orgasme. L'orgasme en tant que sensation de plaisir. On peut avoir un orgasme, et vous verrez des patients, notamment dans le cadre des cancers pelviens, qui peuvent avoir tout à fait un orgasme mais qui n'ont pas d'éjaculation. Il faut bien arriver à faire la part des choses pour que ce soit clair dans leur tête, on va dire, et donc d'où la pertinence de cette question. Certains hommes sont préoccupés au sujet de leur taille ou de leur forme, par exemple, et ça permet de dépister des courbures de verge qui sont très fréquentes, les maladies de la Peyronie, encore une fois, après le cancer de la prostate, c'est très fréquent. Il y a aussi des troubles douloureux chez l'homme. Et puis il y a des questions, les questions 9 et 10 sont communes au questionnaire féminin, et la question 6 est commune également, 8 pardon, c'est sur la satisfaction sexuelle. Et vous avez vu dans le questionnaire, là qu'on soit chez les femmes ou qu'on soit chez les hommes, il y a toujours la colonne de droite qui permet de différencier si on est dans un trouble ou si on est dans une dysfonction. Alors vous pouvez scanner les QR codes si vous voulez, vous avez accès au questionnaire, mais je pense de toute manière qu'on vous donnera le diaporama à la fin de la formation. Mais si vous ne les avez pas, je peux vous les communiquer après. Voilà, alors ça c'est une partie que je n'ai pas développée aujourd'hui parce que ça nous aurait emmené non pas à 13h mais à 13h dans quelques jours. C'est les dysfonctions sexuelles. Donc une fois qu'on en a parlé, donc une fois qu'on est convaincu que c'était bien d'en parler, une fois qu'on a réussi à en parler un peu, une fois qu'on a repéré, il faut savoir de quoi on parle. Alors les dysfonctions sexuelles, elles ont été classifiées au fur et à mesure du temps dans différentes classifications, là donc je ne reviendrai pas en détail, mais classiquement on parle beaucoup du DSM, qui est le manuel de psychiatrie de l'Association américaine de psychiatrie. Sauf que le DSM finalement implique que les troubles sexuels soient considérés comme étant des troubles du comportement. Or non, pas forcément. Et aujourd'hui on a la mise à jour de la classification de l'OMS, c'est la CIM, qui est la CIM 11, que vous pouvez tout à fait feuilleter sur Internet, qui est à mon avis une petite révolution dans le domaine, parce que déjà premièrement les troubles sexuels sont complètement sortis des troubles psychiatriques. Donc on a une catégorie particulière qui est donc les dysfonctions sexuelles, c'est-à-dire la catégorie 17, les affections liées à la santé sexuelle, et on met ces mots-là. Deuxièmement, c'est une classification qui n'est pas genrée, alors que dans le DSM, on a les troubles féminins et les troubles masculins. Et surtout, c'est une classification qui n'est pas orientée. Donc c'est beaucoup plus en adéquation. Ensuite, je vous laisserai aller voir sur Internet toutes les définitions. N'importe qui peut le consulter, bien évidemment, mais les définitions sont beaucoup plus souples que les définitions du DSM, où on disait pour considérer une dysfonction sexuelle, il faut 6 mois, dans 75% des cas, etc., etc. Là non, vous voyez, premièrement, on se produit fréquemment, même si ça peut être absent à certaines occasions. Deuxièmement, depuis plusieurs mois. Et troisièmement, la souffrance dont on a parlé. Alors au final, les dysfonctions sexuelles, c'est les troubles du désir sexuel hypoactif, c'est quand on n'a pas de désir,
qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Les troubles de l'excitation sexuelle, après on peut les détailler bien entendu, mais les troubles de l'excitation sexuelle homme ou femme, les troubles de l'orgasme, voilà, les troubles spécifiques de l'éjaculation prématurée, retardée ou l'absence d'éjaculation, autres dysfonctions sexuelles, et puis les troubles avec douleur. Donc voilà, moi je pense que si vous devez retenir une chose et si vous devez vous intéresser à la question, il faut aller regarder la CIM et vous intéresser déjà un petit peu aux définitions. Après les contextes, après les origines, etc., c'est un autre sujet, mais déjà comme connaissance de base, ça me paraît être la base de la base. Donc voilà, alors une fois qu'on se dit qu'il faut en parler, qu'on en a parlé, qu'éventuellement on a mis en évidence des dysfonctions ou des troubles sexuels, eh bien il faut savoir, hein, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir comment on fait. Alors c'est peut-être pas vous qui allez prendre en charge les patients, mais quand on prend en charge les patients, mais aujourd'hui on a des recommandations internationales hein, qui sont tout à fait précises, qui sont elles-mêmes non orientées d'ailleurs. Hein, on prend en charge de la même manière les hommes et les femmes, et quelle que soit leur pathologie de base, et quelle que soit leur dysfonction également. Et ça va toujours commencer par l'évaluation du symptôme. Donc le symptôme, c'est la chose dont se plaint la personne. J'ai mal, ça ne marche pas, j'ai pas d'érection, j'ai pas envie, etc. Dans toutes ces dimensions, depuis combien de temps, dans quelles circonstances, est-ce que c'est partenaire dépendant, est-ce qu'il y a des moments où ça se passe bien, enfin, etc., etc. On va évaluer ce symptôme dans le contexte global de toute la fonction sexuelle, parce que là encore, un train en cache souvent un autre, et on peut avoir un problème de désir parce qu'on a un problème d'orgasme, ou parce qu'on a des douleurs, ou parce qu'on n'est pas satisfait. Donc, il faut évaluer le symptôme dans le contexte de la fonction sexuelle, dans le contexte de la sexualité du couple, parce que très très souvent les problèmes sexuels sont source, la sexualité d'un couple peut être source de dysfonction sexuelle, et bien au-delà de la maladie, et bien au-delà du contexte du cancer par exemple. On va évaluer tout ça dans un contexte médical et faire une vraie évaluation médicale, repérer et noter quels sont les antécédents, bien sûr, la sexualité, vous le savez, la violence sexuelle par exemple, c'est très fréquent, mais la violence sexuelle peut être source de dysfonction sexuelle même très tardivement dans la vie, parce qu'il y a des circonstances, parce qu'il y a des réminiscences, et puis ça peut être simplement l'absence d'éducation sexuelle ou une éducation sexuelle trop rigoureuse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent, dans le passé sexuel, expliquer les dysfonctions sexuelles. On va repérer les antécédents médicaux, psychologiques, etc. Et bien entendu, la troisième dimension, la quatrième dimension, c'est le couple. Et donc de tout ça, on va essayer de finalement avoir une idée précise des facteurs contributifs. Et les facteurs contributifs, c'est selon un modèle biopsychosocial. C'est-à-dire que, par exemple, le schéma à gauche A, c'était l'évolution déjà de ce qui est dans la tête de 99% des gens, moi qui se sois là dans mon cabinet. J'ai tel problème, je voudrais bien savoir si c'est dans mon corps ou dans ma tête. Alors ça, c'était l'Antiquité. L'évolution, ça a été de dire que c'est ni dans la tête ni dans le corps, mais que les étiologies sont souvent mixtes. Et aujourd'hui, on est dans un domaine beaucoup plus, dans une interprétation qui est beaucoup plus globale, mettant en jeu des facteurs biologiques, c'est l'organique, des facteurs sexuels, des facteurs psychologiques, des facteurs relationnels, des facteurs socioculturels. Et tous ces facteurs-là sont en proportion variable selon les individus et en interaction les uns et les autres et peuvent être évolutifs. Et donc c'est très intéressant de faire comprendre ça à nos patients, et lorsqu'on se charge de faire de l'évaluation en médecine sexuelle ou en sexologie, c'est très important de leur faire comprendre. Alors du coup, j'ai créé un petit outil qui est un outil justement d'évaluation, qui est un outil numérique. Alors ce pavé que vous voyez ici à gauche, en fait, il peut s'animer, c'est-à-dire que chaque part, on peut la faire bouger. Vous avez 4 exemples sur votre droite, en fonction du patient qu'on a en face. Par exemple, un patient qui va avoir, encore une fois, une dysfonction érectile, il vient d'être opéré d'un cancer de la prostate, mais
En même temps, il avait déjà des problèmes avant et puis il est pétrifié, il est terrorisé à l'idée de plus jamais avoir de vie sexuelle. Bien, il a une grande part d'organicité, il a des facteurs psychologiques. Et puis ce monsieur, il va éviter les rapports sexuels, il s'entend plus ou moins bien avec sa femme, il y a aussi des choses. Et en fonction de ça, on va pouvoir proposer bien sûr des prises en charge. Et grâce, en fait, tout simplement à la souris, on peut faire bouger avec le patient la part relative des choses. Par exemple, vous avez donc cet autre exemple, ça pourrait être par exemple un couple qui a plus du tout de vie sexuelle, ils ne s'entendent pas beaucoup. Donc on s'étonne de ne pas avoir envie dans ces conditions-là. Voilà, et ça permet de donner quelque chose qui est visuel, avec des belles couleurs, que le patient ou la patiente va bien comprendre. Et donc, et c'est surtout que c'est une ouverture sur la prise en charge. Donc par exemple, cette petite vignette clinique, c'est une dame qui a 53 ans, qui a des douleurs à la pénétration, une baisse du désir sexuel, elle n'a plus de relation sexuelle depuis plusieurs mois, c'est une patiente anxieuse, ça s'est aggravé depuis la ménopause, donc elle est ménopausée, elle est dans un contexte de stress professionnel, et elle est dans un nouveau couple. Elle est amoureuse, son ami lui est très compréhensif, et puis par ailleurs, elle est en bonne santé. Donc ça aide à comprendre qu'il y a une part d'organicité chez cette patiente, ce syndrome génito-urinaire et la carence hormonale de la ménopause. Il y a une part psychologique, bien sûr, puisque c'est une patiente anxieuse, et qui est d'autant plus anxieuse parce qu'elle est dans une situation où ça doit marcher, et ça c'est l'anxiété liée à l'anticipation de la relation amoureuse, ça ne touche pas que les hommes, et l'érection ça touche les femmes également. La sexualité est forcément en cause, parce que plus on espace les rapports sexuels, et moins ça fonctionne. La partie relationnelle n'est pas en cause dans ce cas de figure, et puis elle a du stress. Et à partir de là, c'est le schéma de droite, on peut ouvrir sur les possibilités de prise en charge. Par exemple, on pourra proposer des thérapies à visée émotionnelle pour gérer le stress du quotidien. On pourra donner un traitement médical local, peut-être des traitements hormonaux de la ménopause, ça c'est à discuter, et des lubrifiants par exemple. On peut proposer une psychothérapie, parce que finalement, si elle est anxieuse depuis toujours, peut-être que ça lui fera du bien d'aller en parler. Pour la sexualité, on va proposer des prises en charge tout à fait spécifiques de sexothérapie. Et voilà, et avec ça permet aux patients de bien comprendre l'origine du problème, quand on l'a bien évalué, et de voir, à partir de là, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, la dysfonction sexuelle, finalement, comporte cette évaluation de base. Cette évaluation suivie plus ou moins d'exploration complémentaire si on a besoin, bien entendu. La première étape, c'est très important, je vous disais qu'il fallait être pédagogue, c'est informer sur le problème, sur les facteurs contributifs, sur les approches et les traitements disponibles, et ensuite intervenir, ensuite réévaluer les patients. Et donc, c'est une approche qui doit être centrée sur le patient ou la patiente, qui est adaptée à sa culture, ça je vous l'ai dit, basée sur des recommandations, et on en a aujourd'hui dans quasiment tous les domaines de la médecine sexuelle, recommandations internationales, on en fait de plus en plus en français. Là, on a fait des recommandations sur le déficit en testostérone, avec l'Association française d'urologie, avec l'AIUS, on a fait des recommandations sur l'éjaculation prématurée. Avec l'AFU, toujours, on va publier cette année les nouvelles recommandations sur les prises en charge de la dysfonction érectile. On a fait des recommandations sur les prises en charge des dysfonctions après cancer pelvien. Il y a des recommandations internationales à peu près dans tous les autres domaines. Donc vous pouvez vous y intéresser. Éventuellement, je peux vous donner évidemment de la biblio sur ce sujet. Donc la première étape, c'est d'informer des facteurs contributifs, informer des traitements et décider ensemble de ce qu'on va choisir comme traitement. Et le traitement, je vous l'ai dit, parfois c'est tout à fait des conseils simples que n'importe qui peut donner, ou des conseils de modification du mode de vie. Par exemple, quand on fait maigrir un homme qui est obèse et qui a une dysfonction sexuelle, on améliore sa sexualité de manière évidente. Et ça a été prouvé, je ne l'ai pas inventé. Et puis on peut donner des médicaments, et puis il faut surtout proposer un suivi. Donc en fait, il y a différents niveaux, évidemment, de recours pour ces patients, et en cancérologie, c'est très important. Le premier niveau de recours, c'est d'aborder le sujet. Ça,
à mon avis, à notre avis, et c'est les recommandations aussi qu'on avait publiées en cancérologie avec l'INCa sur la préservation de santé sexuelle et cancer, tout le monde doit pouvoir aborder le sujet et donner des informations de base, ne serait-ce que des prospectus. Tout le monde doit être capable de pouvoir donner des conseils simples ou des conseils de modification de l'hygiène de vie. La prise en charge des comorbidités, il faut insister là-dessus, c'est important. N'importe quel médecin, pas forcément formé en médecine sexuelle, peut prescrire des médicaments. Et puis, il y a des prises en charge qui sont beaucoup plus précises sur la médecine sexuelle ou la sexologie. Mais vous voyez, ce n'est pas la même réponse en fonction de la demande, en fonction de ce qui se passe dans la vie des patients et surtout des troubles ou bien des dysfonctions. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires sur ces choses-là au départ. Alors on a fait avec Oncopaca des espèces d'organigrammes qui peuvent être très généraux. Celui-là, je vous le passe, il est encore un petit peu à l'état de document de travail. Donc vous les aurez, bien entendu, on vous les fera passer. Mais en fait, on a fait des organigrammes qui permettent surtout, finalement, une espèce de compréhension de la répartition des tâches. Il y a ce qui est de l'ordre de la médecine sexuelle, il y a ce qui est de l'ordre de la médecine non médecine sexuelle, quel que soit le médecin, il y a ce qui est de l'ordre de la sexologie non médicale, il y a ce qui est de l'ordre de la psychothérapie, les kinés, et puis la nutrition, la socio-esthétique, l'aide sociale, etc. Et par exemple, celle-ci, c'est la fiche que nous avons. On a fait 5 fiches au total sur les troubles qui sont les plus fréquemment exprimés. Par exemple, chez la femme, le trouble principal, c'est le trouble du désir sexuel. C'est quand même, hors cancérologie, hein, toute cause confondue, c'est considéré 40% des femmes n'ont pas beaucoup de désir sexuel. Sur ces 40%, il y en a moins de 10% qui en souffrent, hein, on est d'accord. Mais ça, c'est une question de regard de la société, c'est une question de nous les femmes, on n'est pas comme les hommes, etc. C'est quelque chose qui évoluera sans doute beaucoup dans les années qui viennent. Bref, quand une femme a un trouble du désir sexuel et cherche un petit peu d'aide, eh bien là, on revient sur les facteurs que je vous ai détaillés, l'organicité, le psychologique, le relationnel, le sexuel et l'environnement. Ça peut être à cause de la iatrogénie, ça peut être tout simplement la fatigue. Hein. La fatigue, c'est pas un vieux prétexte. Hein. Quand on est une femme, c'est une vraie cause physique de ne pas avoir envie de faire l'amour. Hein. Ça peut être des problématiques hormonales, sur notamment la thyroïde, la prolactine, la testostérone. On vous a mis là les trucs qui sont les trucs phares à ne pas passer à côté. Ça peut vous servir finalement d'aide à commencer à aborder ces questions-là et à commencer à être capable d'orienter les gens. Ça peut être la dépression. Hein. Quand on a un trouble du désir sexuel, finalement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, retenez qu'en premier, il faut chercher des facteurs hormonaux et en deuxième, des facteurs dépressifs. Et la dépression, ce n'est pas toujours quelque chose qui est exprimé par des pleurs et quelquefois c'est masqué, en particulier chez les gens qui sont très malades, parce qu'il faut passer leur maladie en premier et puis ils tiennent et ils ne veulent pas avoir l'air faible. Après, il y a tout un tas de trucs, des troubles anxieux, les troubles liés à l'image du corps, il y a tout ce qui est dans la relation, la mésentente, le rejet de l'autre, dans l'état où tu es, etc. Malheureusement, la violence intraconjugale, c'est loin d'être rare. Hein. Des facteurs sexuels, on peut ne pas avoir envie parce qu'on a d'autres dysfonctions sexuelles, ou que le ou la partenaire a des dysfonctions sexuelles, ou tout simplement parce que la sexualité, c'est qu'une routine. C'est toujours à la même heure, de la même manière, avec le même mec ou la même femme qui fait les mêmes gestes. Voilà. Ou ça peut être l'absence de sexualité. L'absence de sexualité provoque les troubles sexuels. Ça peut être des problèmes tout à fait généraux, le mode de vie, si la cloison est fine et que les enfants sont à côté, la famille, les sous, le stress de la vie de tous les jours, etc. Donc voilà en gros les facteurs que vous devez un petit peu rechercher en ayant un peu cette checklist, on va dire, dans la tête, et c'est pour ça qu'on a fait ça, pour pouvoir après orienter. Là, on vous a fait des codes couleurs. Donc là, vous avez les codes couleurs en face, qui ne sont pas très respectés d'ailleurs, mais bon, ce qui est de l'ordre de la médecine, c'est plutôt en rouge. Ce qui est de l'ordre vraiment spécifique en médecine sexuelle, c'est en vert. Puis ce qui est de l'ordre de la sexologie non médicale, c'est cette espèce de bleu-vert. Je pense qu'il faut qu'on refasse les couleurs parce qu'elles ne ressortent pas très bien. Et puis ce qui est de l'ordre de tout le monde, et ce qui est de l'ordre de tout le monde, c'est le soutien. Ça peut être n'importe qui va discuter un petit peu, qui va donner 2-3 petits conseils. Et par le fait de donner ces 2-3 petits conseils,
peut-être aider les gens à en parler plus facilement, aider les gens à s'ouvrir, à aller rechercher de l'aide vers quelqu'un d'autre, ou même, et des fois on a des très très bonnes surprises, à résoudre les problèmes, évidemment. Donc pareil pour les troubles de l'excitation, je ne vous les passe absolument pas en détail, de toute manière vous les aurez, et puis sinon on va être trop court pour les questions. Donc voilà, après si tous ces sujets-là vous intéressent, on a des formations qui sont vraiment des formations très très complètes. Une première formation, je pense, pour tous les soignants qui travaillent en cancérologie, qui peut être très intéressante, c'est la formation en oncosexologie. Elle a été créée en 2015 par l'Université de Toulouse. Nice a rejoint très rapidement, Bordeaux et Paris. Et actuellement, je crois que c'est Toulouse, Nice et Paris. Et l'objectif, c'est de former les personnels formés déjà en médecine sexuelle, d'avoir des connaissances en oncologie, et inversement, les personnels formés en oncologie d'avoir des connaissances en médecine sexuelle. Ce truc est fait avec un comité de pilotage avec les responsables pédagogiques des différentes universités qui établit un programme. On a un comité de pilotage qui se réunit une fois par an, on fait des évolutions, on change, etc. C'est un truc sur 2 années. La première année, c'est totalement en e-learning et on a un forum en ligne sur lequel vous pouvez poser des questions. Et puis, on a des jours de téléconférence pour approfondir, faire des études de cas, comme on ferait aujourd'hui, mais c'est complètement interactif cette fois-ci. Et puis, on a un séminaire dans l'année. En deuxième année, c'est à peu près pareil, vous verrez. Et puis, on a des jours de téléconférence avec un examen en fin d'année et un soutenance de mémoire en fin de deuxième année qui accorde un titre qui, lui non plus, n'est pas reconnu, oncosexologue, mais qui est quand même une formation extrêmement qualifiée. Voilà, si ça vous intéresse pour Nice, il faut me contacter. Et donc, vous avez donc les détails ici. Ensuite, on a un autre niveau de formation qui est le diplôme interuniversitaire de sexologie et médecine sexuelle pour les médecins, couplé au diplôme interuniversitaire de sexologie clinique pour les professions qui sont médicales, mais non, qui sont des professions de soins, pardon, mais non médecins. Et donc, c'est un diplôme qui, lui, est commun à 10 facultés de médecine en France, qui lui aussi a un comité de pilotage qui est le Collège national des enseignants, avec un programme commun à toutes les universités, qui se déroule sur 3 années. La première année, c'est une année complètement théorique sur la physiologie de la sexualité, mais en même temps qui va être complètement sur des questions comme le genre ou l'orientation, qui va être sur la sociologie, enfin ou sur l'art même, qui va être très très général. La deuxième année est une année où on va étudier chaque dysfonction sexuelle, de A à Z, avec toutes les prises en charge, où normalement, à l'issue de quoi, on a absolument toutes les données suffisantes pour pouvoir répondre et puis travailler avec les patients. Et la troisième année, c'est de l'approfondissement, que des études de cas cliniques, que de l'approfondissement sur certains points particuliers. Donc c'est quelque chose qui demande quand même un certain engagement, parce que c'est une vraie formation comme une spécialité médicale, on va dire, qui est reconnue par le Conseil de l'Ordre pour quand on est médecin, pas encore par les caisses de sécu, mais bon, on y travaille. En tout cas, si ça vous intéresse, dans la région, à Nice, c'est moi qui dirige l'enseignement, et on se réunit, les cours ont lieu le vendredi, une fois toutes les 15 jours ou 3 semaines. Il y a la même formation, exactement, sur Marseille, si vous le souhaitez. Et là, il faut contacter la secrétaire, qui est Madame Fabienne Clergue. Et simplement, c'est les modalités qui changent un petit peu. Ils font un enseignement par week-end, alors que moi je le fais par journée entière. Alors, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Nice, les candidatures sont ouvertes une année sur 2. Donc une année, on a 2 niveaux, première et troisième année. Une année, on n'a qu'un niveau, la deuxième année. Parce que matériellement, c'est trop compliqué d'organiser. Ceci dit, l'enseignement de la sexologie et de la médecine sexuelle vont évoluer et vers beaucoup plus de trucs en interaction via Zoom ou via des cours comme aujourd'hui. Donc probablement qu'on va pouvoir le réouvrir toutes les années, dans les années qui viennent. Voilà, je suis arrivée au bout d'un petit peu de ce que je voulais vous dire sur tout ça. J'ai fait exprès de terminer en avance pour qu'on puisse, vous puissiez poser des questions, peut-être que je puisse répondre à des situations cliniques
que vous auriez à me dire. Et à partir de là, je ne sais plus quoi faire. Il faut que je sorte de mon... Là. Alors, docteur Burté, non, vous pouvez laisser, si vous voulez, votre diaporama, parce que peut-être il peut y avoir une question qui a trait à une de vos diapos. Donc, nous allons voir s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Hein. J'imagine que parmi vous, il y a certains, je dirais, professionnels de santé qui ont des questions à poser. Donc, n'hésitez pas. Vous avez une vingtaine de minutes et le docteur Burté est là justement pour répondre à certaines des questions que vous auriez. Alors, en attendant peut-être une question, hein, je pense que il va y avoir au moins une ou deux questions qui vont être posées. Donc, on vous a dit qu'on allait vous envoyer, bien entendu, par mail, à l'issue de la formation, le support. Donc, vous aurez tous ces éléments-là. Si vous avez des questions spécifiques ici, alors j'espère quand même que certains d'entre vous vont se lancer à poser quelques questions sur le plan des petites vignettes cliniques. Vous pouvez aussi nous recontacter, hein, que ce soit moi-même, donc Isabelle Récoréard, je suis responsable des soins de support de l'hôpital au réseau régional au DSRC et dans le cadre en fait du groupe de travail sexualité cancer, mais également auprès de notre responsable formation qui peut aussi répondre à certaines questions organisationnelles. Est-ce que, moi je vais vous poser une question à vous, hein, finalement, puisque je vois personne et que je suis toute seule derrière mon écran. Il y a 35 personnes là qui sont connectées. Vous pouvez, dans la fenêtre du chat, me dire quelle est votre profession? Parce que je ne sais pas si j'ai répondu aux attentes de tout le monde, parce que j'ai essayé de faire quelque chose qui soit compréhensible à peu près pour tout le monde, même si on n'a pas de formation spécifique en médecine ou autre, mais peut-être qu'il y a des trucs que j'ai faits qui n'étaient pas les choses que vous souhaitiez entendre. Alors, docteur Burté, moi qui connais un petit peu une partie, hein, parce que c'est 36 sites et certains sites regroupent un certain nombre hein, de professionnels hein, qui se sont regroupés pour écouter cette formation. Donc, effectivement, voilà, hein, donc ça y est, vous avez infirmière, sexologue, psychologue, socio-esthéticienne. J'ai vu également des kinés. D'accord. Question de Céline Mitonneau. Alors, il y a une question. Est-ce qu'un patient qui a eu une prostatectomie sans préservation des bandelettes neuroélectriques peut retrouver, j'imagine, une activité sexuelle? Alors, peut retrouver une activité sexuelle? Oui, absolument. Retrouver une activité sexuelle sans médicaments, c'est pas évident, mais la médecine, c'est pas une science exacte. Hein. Et moi, j'ai vu des patients qu'on n'avait pas bien préservés du tout et qui finalement recommençaient à avoir des érections. On va savoir pourquoi. Enfin, disons que normalement, quand les bandelettes ne sont pas préservées, en fait, on interrompt le circuit neurologique de commande de l'érection et les hommes ont une espèce de paralysie de leur érection. Donc, pour avoir des érections, le plus souvent, il faut utiliser des traitements donc médicamenteux. La voie orale est en général peu efficace, hein, toutes les sildenafil, tadalafil, tout ça, qui sont plus des amplificateurs de l'érection, ont peu d'action à ce niveau-là. Par contre, ce qui marche très très bien, c'est les injections intracaverneuses. Et là, j'en profite pour passer le message. L'injection intracaverneuse, c'est un truc qui fait absolument pas mal, qui est fait en 10 secondes, sans aucun risque pour la santé. Évidemment, ça réclame un petit apprentissage. Ça, c'est le travail des gens comme nous, ou Christelle ou autres.
Mais il faut vraiment désamorcer les peurs des patients sur ce sujet et prendre vraiment bien le temps de leur expliquer, parce qu'on peut avoir une sexualité extrêmement satisfaisante avec des injections. Et moi qui vois beaucoup de patients dans cette situation-là, quand on leur dit « oh là là, on va faire des piqûres », c'est dramatique pour eux. Quand ils commencent à faire les piqûres, bon, ils disent « ouais, c'est vrai, finalement j'y arrive ». Au bout d'un moment, ils sont contents parce que ça marche super bien. Et ceux qui récupèrent, ils continuent quand même à demander des ordonnances. Ça prouve quand même qu'ils sont contents. Donc, vraiment démystifier cette histoire de l'injection, c'est vraiment très important. Docteur Burté, vous avez une autre question. Que pensez-vous du vacuum en complément des injections? Le vacuum, c'est très bien. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le patient qui ne veut pas faire d'injection, parce qu'il y en a qui malheureusement refusent complètement, ou bien ils font des injections qui sont douloureuses, parce qu'il faut voir qu'après la prostatectomie, si on n'intervient pas tout de suite, les corps caverneux risquent de progressivement se rétracter un petit peu. Ce sont des éponges, donc l'érection c'est un phénomène tissulaire, les corps caverneux étant des éponges. Une éponge, si on s'en sert pas, ben forcément elle va se dessécher. Donc là, lorsque les patients vont reprendre les injections, ça va leur faire mal. Donc il y a celui qui ne veut pas d'injection, celui qui est phobique de l'injection, il y en a beaucoup, j'ai même un confrère qui est phobique des injections. Il y a celui qui a mal pas au moment de l'injection, mais pour qui l'érection est douloureuse après une injection. Chez tous ces patients-là, utiliser un vacuum, c'est bien. Et donc le vacuum, à ce moment-là, il ne faut pas nécessairement leur conseiller de s'en servir pour avoir une vraie érection rigide. Mais moi, ce que je leur conseille, c'est de l'utiliser un peu tous les jours, uniquement dans un but mécanique. C'est-à-dire gonfler, quand c'est gonflé, on retire l'appareil, on le fait un peu tous les jours. Ça permet de garder de l'élasticité, de la souplesse au corps caverneux. Et puis il y a des gens qui ont du mal à faire des injections pour des raisons morphologiques, par exemple le ventre, par exemple la dimension aussi de leur verge. Bien, par exemple, utiliser un vacuum pour gonfler un petit peu, ça permet d'avoir une verge qui est moins petite, qui est plus visible, et c'est plus facile de faire l'injection derrière. Voilà. Et en plus, le vacuum, voilà, ça c'est un truc typique que n'importe quel soignant peut proposer aux patients. Enfin, le message dans ce cas-là, c'est ne restez pas longtemps sans avoir des érections, parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, l'érection est un phénomène physiologique naturel à l'homme et ça s'entretient. Toute la vie, les hommes entretiennent leurs érections avec les érections spontanées la nuit, etc., etc. On a un peu la même chose chez la femme, mais chez la femme, ce n'est pas une érection, c'est une tumescence. Ça, c'était une parenthèse. Donc, expliquez bien que c'est très important d'avoir rapidement des érections, donc tout de suite après la prostatectomie, et n'importe qui, n'importe quel soignant peut conseiller effectivement un vacuum. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt chez les patients en soins palliatifs? Je pense qu'il faut leur en parler, absolument. Les questions, est-ce que vous êtes actif sexuellement? Est-ce que ce sont vos préoccupations? Voilà, je ne vois pas d'autres des questions là. Alors oui, donc oui, simplement le docteur Daumont effectivement a posé la question sur les soins palliatifs. Je crois que c'est une thématique importante et peut-être au niveau de la littérature, si vous avez des références, et bien entendu, on saura faire passer toute référence bibliographique. Je ne vois pas effectivement d'autres questions. Ah oui. Où peut-on trouver, alors c'est une excellente question, le sextet? Est-ce qu'il ne faut pas l'intégrer d'ailleurs dans une de nos plaquettes, ou de nos fiches de bonne pratique? Peut-être ça serait intéressant, docteur Burté. Alors ça, c'est un outil, là pour l'instant je suis en train de rédiger l'article pour le publier, et donc après je le mettrai en... En fait, il existe, actuellement mais c'est sur le site de la Société francophone de médecine sexuelle, et plus ou moins quand même réservé aux membres de la Société francophone de médecine sexuelle. Je vous l'ai proposé en prime, comme on dit, mais ça va être publié bientôt. Donc si quelqu'un est intéressé par ça, il m'envoie un mail et je lui donne le lien parce que vous êtes gentil. Mais normalement, je ne le diffuse pas pour l'instant, avant qu'il soit publié, c'est normal.
Voilà, avec le recul, nous avons plus de patients qui arrêtent parce que la douleur après l'injection est difficile à supporter. Alors l'injection elle-même, ça fait pas mal du tout. En fait, l'aiguille fait 1/3 de millimètre. Une fois que le patient a franchi la peau, qui elle-même fait moins d'1 millimètre, avec son aiguille, à l'intérieur, il n'y a pas de fibre sensitive. Il n'y a pas de terminaison nerveuse. Donc c'est comme quand on fait une prise de sang. On sent l'aiguille qui rentre, mais à l'intérieur, on ne la sent pas. Le produit lui-même, il fait pas mal. Par contre, là, la question, c'est la question d'une érection douloureuse. Alors d'abord, quand on fait des injections intracaverneuses, il faut commencer avec une toute petite dose. Moi, je leur fais mettre moins de 0,25 ml. Et à ce stade-là, si ils ont une petite tumescence, qui n'est pas vraiment une érection, mais qu'ils ont un peu mal, je leur conseille de continuer à faire les injections à cette même dose jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Parce qu'en fait, c'est que déjà, ils ont une perte d'élasticité des corps caverneux. Et donc d'augmenter vraiment très progressivement. Si malgré tout ça, ça persiste, là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est le vacuum. Et le vacuum avant l'injection, pour déjà un petit peu mettre de la souplesse dans les corps caverneux. Bon, moi je ne vois plus de questions. Hein, Milena? Je crois qu'effectivement, nous avons des messages en parallèle nous disant que votre présentation est tellement limpide, instructive, que pour le moment, pas de questions, mais je pense que peut-être dans un deuxième temps, il peut y avoir peut-être des questions. Et si vous en êtes d'accord, nous les rassemblerons et éventuellement, on pourra toujours vous les transmettre. Effectivement, il y a une autre question. Comment faire accepter le vacuum? Oui, pardon? Comment faire accepter le vacuum aux patients? Car souvent, des rejets quand je le montre. Il faut expliquer que ce n'est pas un objet sexuel, que ce n'est pas un sextoy, que ce n'est pas un truc qui va leur servir dans leur sexualité, mais que c'est quelque chose qui concerne leur érection, que l'érection, c'est bien au-delà de la sexualité, ça fait partie de leur corps, et qu'en fait, il faut l'utiliser comme étant une gymnastique, finalement, et hors contexte sexuel. Voilà. Hors contexte sexuel, ils comprennent très bien. Hein. Ils font une rééducation pour les urinaires, ils peuvent faire une rééducation pour l'érection. Et d'ailleurs, même lorsqu'on fait des injections, moi je conseille absolument à mes patients de faire leurs injections dans un premier temps tout seul dans leur coin et de commencer à le mettre en place dans la vie sexuelle quand ils sont vraiment à l'aise avec le côté technique. Parce que sinon on mélange tout. Alors les trucs du genre chérie, attends je vais faire ma piqûre, tout ça c'est pas bien. Donc il faut savoir, et le plus important dans l'injection intracaverneuse, au-delà de l'aspect technique, c'est de savoir l'intégrer à une vie sexuelle qui soit la plus naturelle possible. Alors après, pour ce qui concerne les vacuums, il y a des vacuums que les gens peuvent se procurer dans n'importe quel sex shop. Ça coûte rien, mais en réalité, ça ne sert pas à grand-chose parce que ce n'est pas très efficace. J'ai un conseil à vous donner. Il y a un vacuum qui s'appelle ErectEd, je vais vous le marquer dans le chat. Et puis, la société, c'est MedArt Solutions. Voilà, moi, c'est celui que je prescris actuellement. Voilà, on ne doit pas faire de la pub, mais quand même, il y a du matériel de bonne qualité et d'autres qui le sont moins. Docteur Burté, vous avez une nouvelle question. Y a-t-il un lien pour orienter les patients comme un annuaire spécifique en santé sexuelle? Alors bon, simplement, je rappelle, hein, nous concernant, que le DSRC propose un annuaire professionnel, mais qui est ouvert aux patients, qui regroupe les contacts pour les consultations en santé sexuelle. Pour le moment, à travers cet annuaire, vous avez des premiers éléments concernant les établissements autorisés et également un lien vers peut-être des sociétés savantes. Peut-être, docteur Burté, c'est ça qui serait intéressant, c'est un lien vers l'annuaire des sociétés savantes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors plutôt l'annuaire de l'AIUS. Voilà, et après, d'un point de vue régional, on peut facilement recenser, en tout cas dans le coin, les gens qui s'intéressent à cette question. Mais je crois qu'on l'avait déjà fait, ça. Hein. On l'avait déjà fait avec Oncopaca.
De toute façon, nous resterons en contact avec les participants de la formation et les aiderons à répondre éventuellement à certaines questions et on vous adressera, on regroupera les questions pour vous les adresser, Dr Burtet. Après, on peut faire une session spéciale cancer de la prostate si vous voulez, parce que ça c'est quand même... Le cancer de la prostate a ce site particulier, c'est que vous prenez un homme qui est en bonne santé, qui va bien, qui se plaint de rien très très souvent, et tout d'un coup on lui dit bing, tu as un cancer, et puis tout d'un coup on lui dit ah, tu vas avoir aussi des problèmes sexuels. Donc ça c'est une situation très particulière et quasiment unique en médecine. C'est pas des conséquences tardives, secondaires, etc. C'est vraiment un truc qui est extrêmement frappant pour les hommes. Et puis le cancer de la prostate, c'est tellement fréquent, ça vaudrait le coup de faire un truc spécifique pour ça, si ça intéresse certains. Voilà. Alors peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore cette formation. Bien. J'ai été bien dans les temps, hein, vous avez remarqué. Hein. Vous êtes parfaitement dans les temps. Nous allons adresser les éléments Oui, bonjour à tous. Oui, du coup, pour clore cette session de formation, je vous adresserai par mail les questionnaires de satisfaction de la formation pour avoir vos retours et améliorer nos prestations. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir tout le monde, bonne journée.